Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Yann dans le podcast. Bonjour à tous. Alors, ça fait super plaisir que tu sois là, déjà dans le podcast. Et Partagé. pour donner un petit peu plus d'infos aux auditeurs, j'ai fait le calcul. Nous, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ok, On s'était rencontrés au Mastermind des Gentlemen, Mastermind Surf. ouais. Donc, il y a pile poil 2 ans. Et je sais pas si tu te souviens, c'était vraiment trop cool. On avait passé une petite semaine où les matins, c'était surf. C'était surf les matins. Oui, Les après-midi, c'était business, IMO. Et le soir, c'était apéro, barbecue, réseautage. C'était c'était vraiment une sympa. super semaine. Ouais, vraiment de belles rencontres en plus. Et puis ce mélange de surf et de boulot, c'était top. Avec cette convivialité, c'est qu'on avait passé une super semaine. C'est ça. Et puis toi, de mémoire, tu t'étais pas sur les réseaux. C'était Anto qui t'avait invité, c'est ça, non? Ouais, exactement. Moi, les gars, je les connaissais pas, les gentlemen. Et du coup, c'était Anto, notre pote commun de Royan, du coup, qui effectivement m'avait proposé ça. Et je le remercie parce que tu vois, des super rencontres, voilà. Exactement. Et j'ai une petite question avant qu'on démarre du coup l'interview. Ouais, ouais. C'était ton premier événement comme ça? IMO Non, 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 non? j'en ai fait pas mal d'événements. Ouais. Ouais? Parce que moi, j'ai commencé l'IMO en 2012. Donc, Ouais. si tu veux, alors en 2012, il n'y avait pas grand-chose, hein. Mais ça, 2014-2015, il commençait à y avoir pas mal de choses. Il y avait des mecs comme Hassan, le pro de l'IMO, Ouais. ils sont arrivés très très tôt sur YouTube et tout ça. À la base aussi, c'est Olivier Seban, un des tout premiers. Voilà, et donc j'avais fait déjà des événements à partir de 2018, j'avais commencé à faire des événements à Paris, des conférences, etc. Mais pas dans ce cadre de vacances, comme ça pendant une semaine. Là, c'était la première fois que je partais en vacances pro, entre guillemets, quoi. C'est ça. Mais voilà, comme peut faire aussi aujourd'hui le CDR ou ces groupes Facebook. Et j'ai pas mal de potes et de marchands qui font ce genre de choses aujourd'hui. Ouais, En tout cas, trop bien. Permet de faire ouais, de belles rencontres, comme tu dis. ouais, totalement. Et, et du coup, on va enchaîner tout de suite. Yann, j'aimerais qu'en, allez, 1 minute maximum, tu Oui, nous dises qui tu es, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais. ok. Donc moi, je m'appelle Yann. Je suis basé à Niort. J'habite à Niort avec ma femme et notre petite. À la base, je suis royanais et donc j'ai commencé moi l'immobilier en 2012 avec plusieurs phases. On reviendra dans le détail évidemment, mais aujourd'hui je suis donc professionnel de l'immobilier, marchand de biens. Voilà, j'ai la casquette d'investisseur évidemment, mais le marchand de biens pour moi c'est de l'investissement professionnel. Je fais souvent le parallèle avec la bourse et un trader. Et ben voilà, sur le pilier bourse, ben nous, en marchand de biens, c'est la même chose. On, on fait de l'achat-revente rapide sur l'immobilier. Donc voilà. Ok, ouais, j'aime bien le comparatif. Sympa. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, en bourse, tu peux acheter des actions où tu as des dividendes, ce qui reviendrait à faire du locatif en fait, hein. C'est Et ça. donc voilà, ouais, les traders pour moi, c'est les marchands de biens et les promoteurs et tout ça, quoi. Trop bien. Et du coup, pour enchaîner, j'ai 2 questions communes à chaque invité. Ouais. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi? Une ou plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Alors oui, tiens, j'ai une principalement qui m'a inspiré. Alors j'en ai d'autres, évidemment, et on Ouais. en a régulièrement, je pense. Mais j'ai une personne qui m'a inspiré quand j'avais 13 ans. Moi, j'ai été élevé par ma mère, et à l'époque, on était sur La Rochelle. Elle était vendeuse en prêt-à-porter, et Ok. une de ses collègues, enfin, son mari, c'était un mec qui, pour moi, du haut de mes... Attends, je te dis, j'ai 13 ans, complètement faux. J'ai 8 ou 9 ans à cette époque-là. 8 ou 9 ans. 8 ou 9 ans, parce qu'à 13 ans, j'étais déjà à Royan. J'ai 8 ou 9 ans à cette époque-là, et je vois ce mec-là qui, je me dis, ce mec-là est riche, il a une belle situation, il est bien, il est beau, tu vois, enfin je me dis, ce mec-là, j'aimerais être comme lui plus tard. Et en fait, on était chez eux, et en face, ils faisaient construire un immeuble de 4 logements pour faire du locatif. Ok. Et je pense que j'ai associé cette réussite donc de ce gars-là à l'immobilier, ce qui fait que plusieurs années après, pour moi, quand j'ai commencé le business, c'était l'immobilier.
Putain, énorme. Ok. Donc voilà, cette rencontre-là a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là et j'ai fait tout ça par rapport à l'immobilier. C'est énorme. Tu vois comme quoi des rencontres des fois. Ouais, ouais, totalement. Et j'avais 8-9 ans, c'est assez... Putain, ouais. ça t'a marqué. Ouais, parce qu'on m'a souvent demandé ben, pourquoi tu t'es mis dans l'immobilier, pourquoi tu fais ça, etc. Et moi, j'ai pas dans ma famille personne. Et en fait, c'est ce gars-là qui m'a inspiré, gamin. Ok. Eh ben, écoute, trop bien. Et du coup, deuxième question, commune à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as des valeurs auxquelles tu tiens. Ça peut être Ouais, des valeurs qu'on t'a transmises ou des valeurs que tu as apprises au long de ton parcours. ouais. Ouais, alors moi, pour mon parcours, ouais, j'aurais trois valeurs, on va dire. Alors, ça va être confiance, bienveillance. Ça, c'est Ok. vraiment ce que j'applique dans le business. Au quotidien, évidemment, après dans le perso, évidemment. Et d'ailleurs, le troisième pilier, moi, c'est la famille. Après. Voilà, C'est la famille. c'est la famille, donc famille, confiance, bienveillance. Et c'est vrai que moi, j'aime avec mes partenaires justement de bosser en confiance et de s'apporter de la valeur mutuellement et justement d'être bienveillant voilà, entre nous, justement pour s'élever plus haut, quoi. Voilà. Ok. Parce que le business, c'est aussi une question d'humain et de tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il faut être en confiance et en bienveillance avec ses partenaires. Ok, c'est cool. Et maintenant, pour en savoir un petit peu plus, on va dire, sur ton parcours, en fait, savoir comment t'en es arrivé ici. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu as fait comme, voilà, si t'as fait, ce que tu as fait comme étude, ce que tu as Ouais, fait comme job, et ouais, puis comment tu es arrivé en fait dans l'immobilier? ouais, ok. Donc moi, je suis royanais, mais j'ai déménagé peut-être 25 fois quand j'étais gamin avec ma mère, en partant du sud-ouest des Landes. Je suis né à Dax. Et donc voilà, donc je vais partir de Royan. Je suis en bac scientifique à l'époque. Ok. Donc j'aimais bien les études, mais j'avais pas compris à cette époque-là qu'il fallait beaucoup bosser pour voir ce qu'on voulait. Et donc à 18 ans, évidemment, la fête, les copains, etc. C'est pas du tout un acharné de boulot. Et donc j'ai pas eu mon bac. Ok. J'ai pas eu mon bac et je me suis dit, est-ce que je continue dans cette version théorique de la vie, d'apprentissage, ou est-ce que j'y vais à fond dès le début? Franchement, moi, je voulais quand même gagner de l'argent rapidement, et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai fait deux trois boulots. Là, à ce moment-là, j'avais 19-20 ans. J'ai fait deux trois boulots. Après, sur Royan, c'est balnéaire, donc les saisons, etc. Ok. Je suis parti après quelques mois à Londres, euh, 6 mois exactement. Je suis parti avec 1000 balles sur le compte, mon Trop bien. baluchon, et je me suis refait en fait sur place. Et en refaisant du réseau, etc. Et c'était ce que je voulais en expérience, c'était pouvoir arriver à un endroit où je connais personne et m'en sortir et me refaire, etc. Et bon, ça n'a pas duré si longtemps que ça, 6-7 mois. Mais du coup, voilà, pourquoi je suis rentré? Parce que j'avais un quotidien où je bossais, etc. J'avais retrouvé donc un toit, j'avais un toit sur la tête et tout ça. Donc après, je suis rentré parce que mon expérience était finie. J'ai appris un peu Ok. l'anglais au passage. Clairement, j'ai tout perdu, trop mauvais en anglais, mais sur le coup aussi, c'était pas mal ça. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse d'expérience en dehors de France. Et donc de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais moi dans ma vie? Et du coup, toujours l'immobilier en tête. Parce que je voulais faire quelque chose qui m'anime et surtout, je voulais gagner de l'argent. Je pense qu'on a tous tapé sur Internet à un moment donné comment devenir riche. C'est Et, ça. ben moi, à cette époque-là, je crois que c'était en 2010. Voilà, il y avait pas, c'était pas un réflexe de faire ça avec tout ce qu'on a aujourd'hui, YouTube, les formations et tout. Mais voilà, je voulais faire de l'argent. Et j'avais toujours en tête ce gars-là quand j'étais gamin. Et je me suis dit, je vais rentrer dans l'immobilier, mais je veux une base technique. Ok. Et je suis allé voir l'AFPA, c'était des formations adultes à l'époque, donc j'avais 22 ans. Et ils m'ont dit, bah non, t'as moins de 25 ans, tu vas voir le Greta. Bon, je vais voir le Greta pour avoir un CAP en fait. Et moi, je leur ai dit, je veux faire de l'immobilier, je veux me former 3 mois en peinture, 3 mois en menuiserie, 3 mois en maçonnerie pour avoir toutes les bases. Ils m'ont dit, ça marche pas comme ça. Nous, tu viens chez nous, on va te former à un métier que tu vas faire le reste de ta vie, quoi. Grosso modo, c'est ça que ça, Oh ça voulait putain. dire.
Donc j'ai dit, ok, bon, bah, là-dedans, mon oncle est menuisier, enfin était menuisier, bon, il est décédé depuis, mais menuisier installateur de cuisine. Et j'ai dit, bah, ok, menuisier, agencement d'intérieur. Et donc j'ai fait une formation adulte comme ça, alors non pas adulte, mais en CAP, mais après mes études, pendant 9 mois, et j'ai été diplômé de mon CAP. D'ailleurs, c'est mon seul diplôme. Trop bien. Et donc du coup, de là, moi, j'ai eu tout de suite un CDI parce que j'ai bossé, je posais des cuisines chez Schmitt à l'époque à Ok. Royan, et il Ouais. me signe un CDI 3 mois après. Et de là, j'achète mon premier appartement. Au départ, En, en, en en, RP locatif? en RP du coup. En RP, ok. Ouais. Parce que moi, je me dis, ben, j'ai 23 ans, autant que je capitalise tout de suite. Je vais, en plus, je suis rentré dans l'immobilier, enfin, je suis rentré dans le bâtiment, j'ai une base technique, je vais faire les travaux par moi-même. Et je savais pas trop où j'allais au départ. Je savais pas que, bon, j'utilise le truc, mais que j'allais le revendre plus cher rapidement. Et donc, j'achète un petit 35 mètres carrés dans le pays royannais, un appartement, et je le rénove entièrement pendant les 2 mois d'été, les soirs, les week-ends. Et puis j'avais pris 3 semaines, parce que dans le bâtiment, tu as 3 semaines en août, souvent. C'est pour ça que c'était l'été. Voilà, je rénove 35 mètres carrés. À l'époque, j'en ai pour 75 000 tout compris. De toute façon, la Ok. banque, elle me prêtait 75 000 tout compris, parce que je gagnais 1 300 € par mois. Et on était à Ok. 4,20 à l'époque sur les taux. Je- Putain. Ouais, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on se dit 3,54, les gens ils pètent un plomb parce que c'était à 1% il y a pas longtemps. Mais en vrai, moi en 2012, c'était 4,20 et pourtant on faisait tous de l'immobilier normalement, quoi. Donc bref, et je le revends 95 000. Et là, en fait, je prends 20 000 et je me dis, donc par contre, je le garde 1 an et demi Ouais. parce que bah, j'étais trop content d'avoir mon appart, etc. C'était pas du tout dans l'optimisation d'achat-revente comme je fais aujourd'hui. Et je prends 20 000 et moi, je gagnais donc 1 300 à l'année, donc 15 000 à l'année. Et je me dis, attends, je gagne plus que mon année et je l'ai rénové en 2 mois. Donc là, Déclic. pour moi, ça fait le déclic et je me dis, ok, c'est là-dedans que c'est ça que je veux faire, quoi. Donc derrière, je me dis, ben, je vais continuer évidemment de me loger. La vie fait que aussi, je veux augmenter parce qu'en fait, je suis avec ma femme, moi, depuis que j'ai 18 ans. Ok. Elle était encore en études sur Bordeaux à cette époque-là. Et là, elle revient sur Royan. Et elle me dit, donc c'était un petit appart, hein, du coup, hein. Et on se dit, bah tiens, pour être ensemble, on va se faire, c'était une petite maison, un ancien atelier de menuiserie. Et là, je l'ai rénové entièrement, 70 mètres carrés, pareil. Et on est Ok. resté un peu de temps dedans. Et on a switché après parce qu'on voulait encore plus grand. On voulait 100 mètres carrés. Donc Ok. je l'ai rendu. Là-dessus, j'ai encaissé 50 000 euros. Mais du Putain, coup, ça grimpe. ouais, et en fait, du coup, ça fait boule de neige comme ça. Et moi, en fait, à cette époque-là, je spéculais pas vraiment à l'achat parce que j'avais pas de réseau, etc. Vraiment, c'est ma valeur apportée, c'était mon artisanat. Parce qu'au lieu d'en avoir pour 80 000 euros, je sais pas moi, d'artisan, j'en avais pour 20 000. Le ratio, c'était 4 fois moins. Et donc, c'est comme ça que je faisais des plus-values sur mon artisanat en rénovant les biens, quoi. Et donc après, voilà, je suis parti sur un autre bien. Après, on a eu notre petite, donc on a fait une maison avec jardin, etc. Et je me suis aperçu qu'effectivement, en 6 ans, j'avais accumulé pas loin de 300 000 euros, quoi, comme ça. Ah oui, putain, énorme. Ouais. Énorme, énorme. Et Donc, parce que j'avais mon travail à côté, quoi. Et donc, et je du coup, dépensais rien, je coffrais tout, quoi. en fait, toi, t'as pas forcément commencé par le locatif, du coup, t'as commencé par du marchand, après avoir fait tous Ouais. tes achats-reventes de RP. Oui. Oui, exact. Ah oui, oui. Après, et ben alors, du coup, j'ai fait mes achats-reventes de RP. Ouais. Et après, donc quand j'ai accumulé ce cash-là, moi j'étais sur Royan, et Royan, t'es à 3000 balles du mètre carré. Donc t'as pas de renta. Donc j'ai Ok. fait une étude de marché, et après j'ai encore ma mère, moi à Royan, j'ai aussi, enfin j'ai mon beau-père, ma femme a sa mère aussi sur Royan, donc on voulait pas trop s'éloigner aussi de la famille et de nos racines, etc. Ma femme est royanaise, elle est née là-bas. Et donc j'ai fait une étude de marché à 2 heures de route, et ce qui est ressorti c'est Poitiers et Niort. Ok. Ville à cash flow. Et Poitiers, c'était quand même très étudiant, alors que Niort, quatrième place financière, et clairement des cadres, etc. Et je me suis dit, si je dois faire du business et de la location, je veux que ce soit des cadres plus que des étudiants, Ok. en termes de
de, De locataire, ouais. de locataires. Ouais. Et donc, on a choisi de partir à Niort en Donc, vous, 2019. donc vous êtes parti à Niort, du coup, vous avez tout quitté, enfin à Royan, et vous êtes parti Ouais, à Niort dans l'idée de faire du locatif là-bas. exactement. C'est ça? Ok. C'est ça. Moi, à ce moment-là, je me professionnalise. Je monte un statut de loueur meublé non professionnel. Ouais. Et en 2 ans, je monte une quinzaine de lots locatifs. Putain. Donc, Ok. ouais, je mets évidemment mon apport parce que j'ai plus de CDI, plus rien. Mais en fait, ça va te parler. Mais comme je gagnais 1300 balles par mois et que j'avais quand même accumulé beaucoup de cash et que j'avais des gros flux de trésorerie par rapport à mon gain de salaire, etc., je pense que c'est lié à ça. J'avais un super scoring bancaire. Ah, et puis en plus, à l'époque, t'as emprunté, du coup, nous, on regardait on calculait le différentiel. Donc, du coup, si tu prenais des biens à cash flow, en fait, ça Oui, s'ajoutait, du coup, à tes revenus. Donc, entre d'accord. guillemets, à l'époque, tu pouvais pas emprunter à l'infini, mais presque. Parce que du coup, il n'y avait pas les contraintes du HCSF de maintenant où tu sais, t'es En vraiment plus. bloqué à un endettement et il n'y a Oui, pas de différentiel. oui, exact. C'est ça. Putain, trop bien. Et donc, j'avais plus de CDI, mais je faisais un apport de 20% sur chaque locatif. Et Ouais. donc, j'ai monté une quinzaine de lots. Après, Niort, à cette époque-là, c'était vraiment encore moins cher qu'aujourd'hui. On était peut-être à 1003, 1005 du mètre carré. C'était vraiment une anomalie de marché. Franchement, par Putain. rapport à la possibilité de la ville, qui est un immobilier aussi peu cher, c'était une anomalie. Et du coup, Aujourd'hui, on est à 2000. et t'avais pas de CDI, mais t'avais quand même des CDD ou quelque chose, non? Ou vraiment, Non, t'avais pas j'avais de rien. job? Non, T'avais pas j'avais de rien. job et... Putain. J'avais que mon cash et donc Ouais. j'apportais 20% sur chaque OP et c'est pour ça que je pense que j'avais un super scoring bancaire du coup parce que Ouais. il y a bien un moment donné où ils se sont dit on lui fait confiance quand même. Voilà, c'était ma banque historique, Crédit Agricole. Et puis ouais, j'ai levé quand même. J'ai dû lever à ce moment-là 400 ou 500 000 sans CDI, sans rien, juste avec mon cash. Et mes belles présentations. Et voilà. Après, quand tu prouves que ça vaut beaucoup plus que ce que tu achètes, il n'y a pas de raison. Hein. Enfin, il faut un bon interlocuteur. Je pense que j'étais bien suivi aussi à ce moment-là. J'ai Putain, été trop bien. passé aussi en gestion de patrimoine, Ok. arrivé à Niort. Donc aussi, j'avais affaire à quelqu'un qui était du coup averti par rapport à tout ça, quoi, à l'investissement, etc. Et ce que j'ai fait pour monter une quinzaine de lots rapidement, comme ça, j'ai acheté des maisons sans extérieur. Et bon, à Niort, particularité, mais ça se retrouve quand même dans pas mal de villes en France, sur le PLU, quand tu découpes et que tu crées du logement, t'as pas besoin de place de parking. Donc tu divisais en plusieurs appartes. Je divisais les maisons sans extérieur, hein, pour pas que ça. Ok. Parce qu'une maison qui a un jardin, moi j'aime l'immobilier. Tu la divises pas en appart, tu la laisses en maison. T'as un beau jardin, une maison familiale, voilà. Et puis de toute façon, il faut loger tout le monde. Donc, faut pas à chaque fois faire des toutes petites surfaces que pour la renta. Je suis pas très favorable à ça. Mais en tous les cas, une maison sans extérieur, clairement, ça peut être un petit immeuble, quoi. Donc j'ai fait ça, ouais. Ok. Et j'ai créé Et, notamment une résidence étudiante de 9 lots en plein centre-ville à ce putain, et moment-là. c'était à chaque fois, du coup, division de l'eau, mais tu faisais division officielle ou officieuse? Officiel. Putain, donc ouais, tout carré et tout, en plus. Tout carré. J'ai toujours fait tout carré. Et du coup, ça Ok. m'a bien entraîné pour le pro après. Parce Ah bah qu'en tu pro, m'étonnes. Hein. t'as intérêt d'être carré. Ok, trop Et, bien. Donc du coup, une quinzaine de lots, c'est ça, sans, du coup, enfin, sans CDI, en fait, c'est même sans job tout court. oui. Et en fait, t'empruntais tout en nom propre, en société, comment t'as fait? Ouais, avec mon statut de loueur meublé. Donc son nom Ouais, propre. donc Hein. tout en nom propre, ok. Ouais, j'avais rien en société. Ouais. Et d'ailleurs, en me professionnalisant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais tout en société. Ok. Je fais tout en société. Après, en 2018, j'avais fait une conférence avec un marchand très avancé. Et ça m'avait marqué. Il m'avait dit tous mes contacts, tous les mecs qui pèsent, ils ont tout en société. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et à la base, j'étais pas câblé, donc et je faisais tout en nom propre, etc. Mais après, on évolue aussi avec le temps en termes de business. Ouais, et puis il y a aussi des moments où, tu vois, faut foncer et pas se poser de questions. Tu vois, Quoi. Ouais. t'étais déjà câblé, t'avais quand même fait du LMNP, Oui, alors que t'avais quand même le nu. Donc, tu vois, c'était déjà quand même plus avantageux à l'époque le LMNP. Là, on va dire à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup moins. oui, Mais à l'époque, tu t'es pas posé de questions, t'as foncé, t'as acheté plein d'appartes. Et oui, puis en fait, c'est après où tu te structures, et entre guillemets, où tu as des problèmes de riches, parce que tu sais, tu as la fiscalité, etc., tu te poses des questions. Mais en oui. fait, il y a un moment donné où, quand tu démarres, faut pas te poser de questions et...
Oui. faut y aller, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment la grosse différence, hein, je pense, entre les mecs qui ont énormément de résultats et de réussite et ceux qui en ont beaucoup moins. C'est vraiment le passage à l'action, voilà. Le C'est courage ça. d'y aller à fond, quoi. Mm. Ok, donc trop bien. Donc t'as levé du locatif et du coup c'est quoi? C'est en parallèle ou après que t'as commencé le marchand? Eh Vraiment où tu t'es bien, professionnalisé et... ouais. Alors du coup, comme je crée des immeubles, alors moi j'ai toujours très bien acheté. Ok. D'ailleurs aujourd'hui, mais même en tant que particulier, quand je suis arrivé à Niort, même si le prix de marché c'était 1500 euros, moi j'avais une moyenne d'achat à 325 euros, un truc comme ça. Donc 325. ouais, pour un Ouais, t'as prix de acheté des marché à trucs 1005. éclatés quoi. T'as acheté des Ouais, trucs éclatés quoi. Ok. ouais, des bonnes situations de vendeurs, ouais. Et puis après aussi, la bonne affaire, elle se crée. Elle fait pas que de se trouver. Des fois, c'est en vente pendant 2 ans, t'as personne qui l'a acheté, et quand toi t'arrives dessus, tu te dis, mais attends, mais comment ça se fait que personne n'a pensé à tourner les choses comme ça? Et la bonne affaire aussi, elle se fait comme ça. Et en face, t'as des vendeurs, évidemment, qui ont 2 ans où ça se vend pas, ils sont prêts à accepter un prix complètement à la casse, et toi, derrière, t'as la bonne solution pour transformer en pépite. Ok, trop bien. Ouais. Trop bien. Et du coup, donc on va Et dire ton... Et ouais, ouais, en fait, t'allais enchaîner sur le passage au marchand, c'est ça, ouais? ouais, Ouais, exactement. bah vas-y. Vas-y, j'allais Voilà. te... Donc du coup, 2021, folie sur l'immobilier après le Ouais. Covid. C'était quand même une des plus belles années avec 2022, je pense, derrière. Et Ouais. là, je me dis, en fait, je vois toute la valeur que j'ai créée avec mes immeubles. Moi, je faisais du coup, avec mes prix d'achat, mon équipe d'artisans qui était bien rodée. Je fais une parenthèse, par contre, mes artisans, je les paye prix marché. Et même en pro, je les paye prix marché. Ils Ok. m'éclatent pas comme la petite mamie du coin, évidemment, mais je les paye prix marché. Moi, mon taf, c'est de bien acheter. Et justement, on parlait de bienveillance et de confiance tout à l'heure. Avec mes artisans, du coup, comme moi, j'achète bien, je fais mon taf de bien acheter. Derrière, je les rémunère correctement pour que tout le monde soit gagnant. Voilà. Je les négocie pas à râler pâquerette. Enfin bon, bref, c'est une petite parenthèse. Et en fait, je vois toute la valeur que j'ai créée sur ces 2 ans, j'appelle le réseau, les agences, et je leur dis, ben, moi j'ai 12, 13, 14% de renta, on remet tout à 8% de renta. Et tout est Ok. parti en 2 semaines. Donc Parce que t'as tout revendu. j'ai arbitré les 15 lots. Putain, énorme. Ok. Et j'ai réencaissé du coup une deuxième phase de cash comme ça. Mais bon, à ce moment-là, j'en vivais aussi. Donc, ce que j'ai accumulé, j'ai dû aussi le cramer pour en vivre, en fait, hein, finalement. Ok. Donc, mais ça m'a quand même fait du cash en plus de ce que j'avais fait pendant mes années de Royan où j'achetais mes résidences principales. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, tout va assez vite parce que j'ai 2 biens qui me sont proposés et je me dis, mais tu vois, c'était des petites maisonnettes. Et à l'époque, j'étais vraiment câblé meublé. Et je me disais, mais ça, je peux pas trop le faire en meublé. Mais par contre, je peux la revendre tout de suite 20-30 000 euros de plus. Ok. Et c'est des trucs que j'achetais 20 000, 30 000 et que je revendais 50, 60. Et du coup, j'ai deux affaires comme ça qui me tombent. Et là, je me dis, allez, j'ai réencaissé mon cash, j'ai plus de revenus. Je monte la société de marchand de biens et j'encoquille ces 2 opérations dedans. Et là, je suis parti comme ça depuis 2021. Ok, donc ça, tes deux premières OP, c'était quoi? C'était juste des achats, reventes sans rien faire ou tu faisais encore de la division dedans Non, à ce moment-là, je faisais comme j'achetais bien, je curais, je nettoyais, je revendais en l'état. Ok. Putain, donc ouais, Voilà. c'était vraiment pas beaucoup de jobs en plus, donc Ouais, j'ai achat-revente commencé, rapide. ouais, c'est ça, à ce moment-là, à diminuer les travaux. Ok, J'ai diminué petit à petit les travaux après. trop Pour bien. Et aujourd'hui, non, en faire quasiment plus du tout. quasiment plus du tout. Ok, et du coup, ça me permet d'enquiller, parce que j'ai été faire aussi un petit tour, tu sais, sur ton profil LinkedIn. Ouais. Du coup, donc tu disais sur ton profil LinkedIn que tu es à peu près maintenant à 2 millions d'achats. C'est quoi? C'est en achat-revente sur le marchand ou c'était... Ouais, c'est ça? Ouais, oui, oui, non, attends, non, tout compris, ouais. Tout Tout compris. compris, ouais. Ouais. Ok, donc ça fait à peu près Genre, combien d'opérations? pas mes résidences principales quand même. Mais à Il n'y a partir pas du les moment où résidences je me suis principales. professionnalisé, donc le locatif, les reventes et le marchand. Ok. Et Euh, marchand, ouais. ouais, t'es à combien à peu près d'OP depuis 2021? En marchand pur, en pro, j'en ai une quinzaine. Putain, pas mal. Ouais. Et En fait, j'ai fait de 2021 à 2024, pendant 3 ans,
je faisais 3 opérations par an. Parce que du coup j'étais câblé, on y va step by step, hein, évidemment. Et en fait j'étais câblé moi, Niort, le secteur que je connais, mon réseau, etc. Et en fait je me suis aperçu au bout de 3 ans qu'effectivement 3 opérations à l'année avec mes prix d'achat pro, c'était déjà le max, parce que je sais pas, peut-être sur une ville de 60 000 habitants comme Niort, vraiment je fais vraiment une différence entre le pro et le part et l'investisseur. Parce qu'en fait, Ok. nous, en marchand, il faut vraiment qu'on achète les meilleurs prix de marché, parce qu'on est quand même très chargé avec les boîtes, etc., les responsabilités, etc. Et en fait, je pense que tu as peut-être 5-10 opérations qui doivent sortir dans une ville de 60 000 habitants à l'année, où vraiment tu es à 300 balles du mètre carré, comme je disais tout à l'heure. Et donc, si tu es déjà, on est beaucoup, il y a d'autres marchands, et donc tu peux pas tout capter. Et forcément, le réseau, t'en as qui vont être appelés en premier par un autre agent immobilier, après c'est toi, etc. Donc c'est pour ça, je pense, voilà, 3, 4 opérations sur une ville comme ça, c'est un peu le max. En tous les cas, c'est ce que j'ai vu moi avec l'expérience, quoi. Ok. Et ça me permet de te poser du coup deux questions. Parmi voilà, toutes les opérations que tu as faites, Ouais. euh, selon toi, c'est laquelle qui a été le plus rentable et pourquoi, justement? Laquelle qui a été le plus rentable? Je pense que la rentabilité, il y a évidemment le gain financier, mais il y a Et le surtout pourcentage? ouais, voilà, l'argent en fait. Mais il y a Hmm. surtout le temps que tu y Ok. passes. Voilà. Je préfère aujourd'hui gagner 30 000 euros en 2 mois que 200 000 euros en 2 ans, quoi, tu vois. Ok. Vraiment, parce que le cash bouge plus vite, et du coup, pour moi, c'est mieux de récupérer des petites OP. Et pour répondre à ta question, parce que je t'ai pas vraiment répondu, je partirais sur une petite OP, une OP que j'ai acheté 25 000 et que j'ai revendu 75. Putain, c'est beau ça. Ouais. Et d'ailleurs, parenthèse, parce qu'il faut savoir qu'aussi il y a ce qu'on appelle la récision pour lésion. Quand tu Oui. revends plus de 2,4 fois, ça c'est le calcul simplifié que je donne, 2,4 fois ton prix d'achat. Et à ce moment-là, moi, je crois, à un notaire avec qui je bossais à l'époque. Et il me dit, ah ouais, ça claire de notaire même. Et c'est pour ça que j'ai pas eu la bonne info. Elle me dit, c'est l'achat plus chargé, c'est-à-dire frais d'agence, frais de notaire. Ce qu'on signe à l'acte plein, quoi. Et donc moi je fais mon calcul fois 2,4 et je revends, je crois que c'était pas 75 mais 72, parce que la récision pour lésion c'est 74, un truc comme ça. Et un an après, en fait, j'ai un autre coup comme ça où je suis en récision pour lésion avec un autre notaire, et lui il me sort un autre calcul, il me dit non, c'est le net vendeur, le net que tu as acheté. Donc en fait, sur cette opération où j'ai acheté 25, j'ai revendu 72, j'étais en récision pour lésion, parce que 25 fois 2,4, je crois que t'es à 64 000 et pas 72. C'est ça. Ouais, donc voilà. Mais en tous les cas, et la récision pour lésion, il faut ne rien avoir fait sur le bien. Si tu as fait des travaux conséquents et que tu revends 10 fois plus cher, t'es pas en récision pour lésion puisque tu as modifié le bien. Donc là, voilà, acheter sans rien faire, c'était une très belle opération de prendre 50 000 euros. Bah écoute, tu vois, c'est marrant que t'en parles parce que la dernière personne qui est passée sur le podcast, Sylvain, lui Oui, aussi fait du marchand. Et oui, moi, je connaissais pas du tout ce terme. Et il l'a expliqué. Et lui, de son côté, pour pas se faire attaquer, bah, il avait rappelé la personne qui lui avait fait une proposition sur son bien, parce que lui, il avait absolument rien fait. oui. Et du coup, il avait baissé le prix en Ah, ok. expliquant que du coup, il était obligé de baisser le prix. Il n'avait pas forcément donné plus d'explications, mais du coup, l'acheteur était super content. Ah ouais, Et au final, carrément. tout le monde était content, tu vois. Ouais, ouais, carrément, c'est une bonne technique parce qu'en plus, ton acheteur, c'est celui envers qui tu es responsable en tant que pro, tu es avant lui. Et effectivement, déjà, il part super content de ce que tu lui as. Donc, il sera plus dans la discussion si derrière il y a un vice que tu n'avais pas vu, évidemment. Mais ouais, ça, c'est une bonne technique. Moi, je connais la technique inverse. Et c'est un marchand assez connu sur les réseaux, William Belisha. Ah non, je connais pas. William Ah Belisha, ouais. ok. Alors, mais il est de l'autre côté, vers Nantes. Et Ouais. il fait des barbecues Passion Imo, etc. D'ailleurs, petite pub pour lui. C'est voilà, la prochaine c'est en septembre et c'est un événement qui est ouvert à tout le monde et c'est top, c'est quali, on est tous, il y a beaucoup de pros, etc. Donc voilà. Et lui en fait, il fait l'inverse, c'est-à-dire que
S'il se rend compte qu'il est en récision pour lésion, il appelle ses vendeurs et il leur donne la différence. C'est-à-dire que si par exemple Ah, la récision pour lésion, je sais pas, il faut pas que tu vendes plus de 100 000 et qu'il a vendu 110 000, eh bien en fait la récision pour lésion, s'il donne que 30% de la différence, ça annule la récision pour lésion. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, en fait, il augmente son prix d'achat de 30% du coup. Exactement. C'est-à-dire, Ok. voilà, admettons, il a acheté 40 000, il a revendu 100 000, et ben, il augmente il dit il appelle ses vendeurs, il leur dit, ben, je vous dois 5 000. Comme ça, en fait, il les dédommage, et lui, du coup, ben, il prend quand même la différence. Et il se couvre. Ok, putain, c'est trop Il bien. se couvre en amont. Il est plus en récision pour lésion. Trop bien. Ouais, Bon, bah, je note l'astuce. Et puis noter aussi les auditeurs. Ça peut être sympa. ouais. Et maintenant, pour toujours parler du marchand, là, tu parlais de l'opération qui était le plus rentable. Est-ce que Oui. tu peux nous parler de l'opération la plus, on va dire, la plus complexe que tu as fait? Où tu La as plus eu des complète, problèmes, ou. Enfin, bref, d'accord. tu juges. Des problèmes, clairement, je pense qu'on en a toutes les opérations, et même au quotidien, et même en vrai, le travail d'un entrepreneur, c'est de gérer des problèmes toute la journée. C'est ça. Donc en termes de problèmes, je sais pas, mais la plus complexe, je dirais quand même la création de l'immeuble, de 9 appartements. Ok. J'étais pas encore du coup en marchand pur, c'était du coup dans ma phase de locatif, mais c'était en secteur ABF. Voilà, avec tout le dossier à faire, etc. Et puis ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Création d'un immeuble comme ça, ben, colonne montante Enedis, cloison SAD entre les appartements pour le Ok. phonique. Voilà, il y a tout un tas de normes. En plus, là-dessus, je m'étais fait valider par la Socotec coupe-feu 1 heure l'immeuble, donc avec Ok. Skydome sur la couverture, etc. Donc ouais, en termes de technique, bâtiment, parce que j'ai géré tout le chantier avec mon équipe d'artisans, etc. Je crois que c'est là où j'ai vraiment le plus appris. Trop bien. Ouais. Trop, trop bien. Et maintenant, pour enchaîner, donc toujours, j'ai pas mal pensé du coup ton LinkedIn. Ouais. Franchement, trop bien. Trop d'infos. Tu dis que sur ton LinkedIn que tu es expert en valeur vénale. Oui, Est-ce que tu peux expliquer déjà en quoi ça consiste et oui, en quoi ça t'aide dans ton activité de marchand? ouais, carrément. Tout à l'heure, quand j'ai pensé, quand j'ai dit que j'avais un seul diplôme du coup de CAP, dans le Hmm. Vénal, je me suis dit non, il y a aussi l'expert en valeur vénale. Mais ça, c'est vraiment un petit diplôme, mais c'est en fait une formation que j'ai fait à Paris sur 2 jours. Et donc, à la fin de ces 2 jours, tu es diplômé pour faire de l'expertise en valeur vénale. Donc, il existe des experts en bâtiment et des experts même dans plein de domaines, Ok. en assurance, etc. Et là, c'est en valeur vénale, donc tu donnes un prix au bien. Et donc, ça, moi, ça m'intéressait évidemment pour le marchand, pour les reventes et puis les prix d'achat, etc. Et du coup, pourquoi je te disais ça? Donc oui, alors le métier d'expert en valeur vénale, tu as expert en assurance, et après tu as expert, tu sais, à la cour d'appel de justice, et après tu as Ok. expert classique. Donc moi, je m'étais arrêté à expert classique, hein, évidemment. Ok. Voilà. Donc j'ai d'ailleurs fait cette activité en plus du marchand pendant quelques mois. Et tes Et donc, clients, c'était qui? eh C'était des bien, particuliers, des pros? des particuliers, ouais, qui, par exemple, pour une succession, il faut une valeur, ou pour du locatif, il faut une valeur. Par exemple, quand on coquille dans des sociétés, eh bien, si demain tu as le fisc qui vient te voir, par exemple, en loueur meublé, que tu amortis ton bien et qui te dit, bah, la valeur du bien, c'est pas autant, c'est moins, bah, si tu as une expertise en valeur vénale, eh bien, c'est les impôts, tout de suite, ça s'arrête, quoi. Parce que tu as Ok. vraiment, T'as une une preuve, ouais. Enfin, preuve certifiée. Alors que si tu fais des estimations par des agences, ça n'a pas la même valeur. Et en fait, ce que tu fais en expert en valeur vénale, ce que tu produis, ça a une valeur dans une cour de justice. Ça, c'est pris en compte par le juge. C'est une vraie preuve. ok. Donc c'est ça la Donc ouais, ça. différence entre ça et une estimation d'une agence qui ne sera pas pris en compte. C'est Ok, donc opposable. Voilà, c'est ça le terme. C'est c'est opposable opposable. dans Ok. une cour.
de justice, quoi. Ok, Mais donc oui, ça fait le lien en direct en fait avec ton activité de marchand parce que du coup, totalement, totalement. Et donc je l'ai fait quelques mois. Clairement, il y a beaucoup plus d'effets de levier en marchant. Donc je passais du temps pour rien dans une activité qui est capée par son temps. Donc au final, je l'ai gardé parce qu'en fait, je pensais que ça allait me faire des revenus annexes. Moi, je m'étais dit aussi. Parce que le marchand, il faut quand même savoir que pendant des mois et des mois, tu n'as pas de revenus, hein, suivant les opérations. Après, quand tu as un roulement, ça va. Mais voilà, tu peux passer quand même des mois sans revenus. Après, d'un coup, tu prends 50 000. Mais voilà. Donc, je m'étais dit, effectivement, ça me ferait un peu de revenus en plus. Mais finalement, j'ai complètement switché et je fais que du marchand aujourd'hui. Et ça me sert au quotidien parce que ben, j'ai toute mon expérience maintenant d'expertise. Et il faut savoir que tu as différentes façons pour faire de l'expertise. Tu as une comparative. Donc, tu vas comparer les biens qui sont vendus similaires. Ça va te faire une moyenne de d'accord? prix. Et après, tu multiplies par les mètres carrés. Tu as après ce qu'on appelle une capitalisation du revenu. Donc ça, c'est plus quand on va vendre à un investisseur une renta. Donc, tu vas Ok, calculer le prix de ton bien par rapport à une renta moyenne de ta ville, etc. Et après, bon, il y a des petites subtilités après pour les maisons, les appartements, etc. Les appartements, c'est ce qu'on appelle une hédoniste. Et donc là, tu as un tableau avec des pourcentages. Du coup, tu pars d'un prix moyen marché. Et en fait, tu fais tes pourcentages, par exemple, vue sur la Tour Eiffel, exposition nord, tu as moins 5%, exposition sud, tu as plus 5%. Et donc, tu as ça à suivre, un tableau, et à la fin, ça te fait le prix de ton bien. La ok, valeur ah, vénale. trop bien. Ouais. Ok, Et donc, du coup, effectivement, je m'en sers au quotidien dans le marchand pour étudier tout ça, ouais. Mais si j'avais que ça, ça serait quand même un peu faible parce que bah, tu achètes souvent des biens avec des travaux, etc. Donc, il faut aussi savoir chiffrer toute la partie travaux. Et ça, c'est l'expertise que j'ai en plus aussi. Ouais. ok. D'ailleurs, pendant notre semaine de surf, il me semble qu'on avait fait des prix au mètre carré. On s'était mis deux trois et je vous avais donné tous mes prix au mètre carré des surfaces pour le placo, pour le carrelage, pour. Tu sais que je l'ai Il y avait- encore cette note. Ouais, il y avait un truc comme ça. Je, je l'ai encore. C'est vrai que je la regarderai. Enfin, je l'ai beaucoup regardé quand j'étais en recherche de RP l'année dernière. Ouais, Et tu vois, cette note, elle date. Ouais, c'est ça. De 2000. Ah, c'est ça, 2023. Et du coup, j'ai même corrigé certains trucs, moi, par rapport, tu vois, à mon marché. ouais, Mais carrément. je l'ai Ton gardé, ouais. expérience. Il y avait tout. On faisait le détail, la plomberie, l'électricité, plancher bois, qu'est-ce que ça coûte, plancher béton, la couverture. Il y Ouais, avait même un truc, c'était calcul de la surface de toiture. Enfin, franchement, c'était sympa. Il y avait plein de trucs. et Moi, ouais, j'ai tout pris. ouais, calcul des murs aussi par rapport au sol avec des multiplications par 4 et tout. Ouais, ouais, carrément. C'est Ouais. ça, le Et placo et tout, ouais. ouais, ça, c'est des trucs que j'utilise au quotidien pour chiffrer des travaux, etc. Ouais, ouais. Ouais, c'était trop bien. En Ok. plus de la valeur vénale, etc. Et on va dire, pour, entre guillemets, clôturer la partie marchand, Ouais. toi, aujourd'hui, tu fais quel type d'opération sur le marchand? Est-ce que tu as un type d'opération préféré ou est-ce que, en fonction de l'opportunité, tu fais ci, tu fais ça? Enfin, comment tu fonctionnes? Ouais, alors on pourrait mettre deux grandes familles dans le marchand si on parle pas des promoteurs et du neuf, mais si dans le marchand il y a quand même la casquette de lotisseur, donc les terrains. Moi c'est Hmm. quelque chose que je ne fais pas, les terrains. D'accord. Moi je fais que des bâtis. Alors je vais mettre un bémol là-dessus, je fais des terrains si je suis en DP. La D'accord. différence évidemment, voilà, quand tu as un terrain, euh, tu es en déclaration préalable quand tu as tous les lots qui ont un accès individuel et tu es en permis d'aménager quand tu es obligé de faire des routes communes pour accéder aux différents terrains de ton lotissement. Et en fait, ça change tout. Sans rentrer trop dans le détail, sinon j'ai passé 3 heures, mais ça change tout en termes d'impact sur le temps de ton opération Ouais. et sur aussi toute la partie administrative, les reventes aussi en DP tu peux les faire tout de suite alors qu'en permis d'aménager il faut que tu finisses tes communs pour pouvoir vraiment revendre, etc. Donc tu as des portages qui sont beaucoup plus longs et en fait je me dis que c'est des opérations qui s'apparentent un petit peu à du neuf sur 18 mois et donc moi clairement ça me saoule un peu d'être sur une opération sur 18 mois. Moi, j'aime bien que Ok. ça fait vite, quoi, en quelques mois. Donc, ouais. Donc, ouais, on va dire ton type d'OP, c'est des OP qui se font vite, qui se font rapidement, c'est ça? Exactement, ouais. Et principalement sur des bâtis dans les centres urbains.
Donc c'est quoi? C'est soit tu achètes des biens qui sont décorrélés du marché, enfin, tu achètes des biens qui sont des anomalies de marché, on va dire, et tu revends plus cher, soit tu fais de la division peut-être, non, c'est La ça? division. Ouais, il y a quand même beaucoup Ok, de divisions, hein. Il y a quand même ok, beaucoup de divisions. Là, par exemple, dans les deux OP, dernières OP, j'ai une OP en association d'ailleurs avec un confrère marchand, pas loin de La Roche-sur-Yon. Et là, c'est deux hangars et deux maisons. Et en fait, ok, ça fait un carré, c'est tout mitoyen, mais chacun a son accès différent. La maison, je dis deux maisons, mais parce que c'est quand même une seule maison. À l'époque, en fait, c'est une principale et ça a été agrandi à côté. Et nous, du coup, on recoupe au milieu parce qu'il y a le fameux, il y a le mur porteur de la maison principale d'origine. Et donc, on peut couper facilement et on refait quatre lots, en fait. Et on achète l'ensemble et on redivise et on fait quatre lots. Donc, tu vois, ça, ok, c'est de la division, par exemple. Et ok, une deuxième OP sur la côte, où là, c'est pareil, c'est un appartement, un garage et une petite maison. Et du coup, bah, moi, je suis spécialisé dans l'achat de succession parce que je recherche pas forcément une typologie de bien, mais plutôt une situation de vendeur. Et là, typiquement, c'est une succession. Les vendeurs sont sur Paris, donc éloignés du bien. Le bien est vraiment dans son jus plus plus. Il y a même des meubles à vider, etc. Donc moi, voilà, je leur enlève la charge mentale et financière. Je prends même les diagrammes à charge parce que moi, j'arrive au tout début. Les négos, ils m'appellent dès le départ en me disant, je vais rentrer ça. C'est un bien quand même qui va être difficile pour des particuliers, donc je t'en parle tout de suite. Et donc, comme ça va très vite, les diags sont pas forcément faits tout de suite. Donc moi, après, je prends à ma charge des diags, etc. Donc pour vraiment les mettre dans le confort au maximum, les vendeurs, pour que le l'argent ne soit plus leur principal problème et de leur apporter des services en plus et qu'ils se disent, OK, je suis prêt à vendre 30% de moins parce que je me déplacerai pas pour tout vider, que moi j'ai ma vie et que j'ai pas le temps de faire ça et que déjà que ça me stresse parce que j'hérite de ça et que j'avais pas prévu, etc. Donc voilà. ok. Donc, euh, donc ouais, et puis toi aussi, de ton côté, en fait, c'est gagnant-gagnant. Toi, Ouais, tu leur donnes beaucoup d'avantages et toi, de ton côté, vu que tu prends tout en charge, ça fait aussi gagner du temps. ouais, Dans le sens où c'est pas eux qui, voilà, ils appellent pas cinq personnes pour dire, bah, est-ce qu'on peut faire les diags, est-ce qu'on peut faire ci. En fait, c'est tout toi qui fais de ton côté. c'est ça. Ouais, exactement. Ok. Et c'est marrant du coup que tu parles de ça parce que c'était ma prochaine question justement sur ton LinkedIn, c'est écrit bien issu de succession. Oui, Du coup, t'as quoi? T'as tissé des liens, je pense particuliers, peut-être avec des notaires, des agents IMO pour ouais, avoir en fait quasi que ce type de bien, c'est ça? oui. En fait, je me suis aperçu, là, depuis cette année, je me suis remis en question pas mal sur le marchand. On pourra parler du développement, de la vision que j'ai qui est différente. On parlait tout à l'heure que j'étais que sur Niort, mais du coup, je développe autrement, mais si on développe après. Mais pour te répondre à ta question, effectivement, moi, je me suis spécialisé dans les successions parce que je me suis dit loi de Pareto. Je veux vraiment maximiser au maximum mes chances et que je me suis de conversion entre mes offres et le fait qu'elles soient acceptées. Parce qu'il y a beaucoup de marchands qui font une centaine d'offres et ils en ont une acceptée. C'est vraiment le chercheur d'or, l'aiguille dans la botte de foin. Donc, du coup, quand j'ai fait un feedback de toutes mes OP et je me suis aperçu que 90% du temps, c'était issu dans le cadre de succession. Et je me suis dit, mais ben, cherche que ça en fait. Comme ça, au moins, Ok. tu auras un taux de conversion qui sera plus important. Et donc, voilà, je communique là-dessus en étant spécialisé dans l'achat de succession. Évidemment, si demain on m'appelle et que c'est pas une succession, je prends quand même. Tant que c'est une OP, Oui, je la prends. On est bien d'accord. ça Mais te je fait vais pas rentable. aller chercher ça, tu vois, spécifiquement. Donc, je me suis Ok. spécialisé et j'ai développé un gros réseau, effectivement, avec les notaires. Les notaires, alors je cite principalement les notaires qui ont des services négaux. D'accord. Parce que je me dis que en termes de business, ils vont plus loin que les notaires qui n'ont pas de négo, parce qu'ils cherchent justement à se développer. Et donc, moi, je leur propose du business. Et donc, je veux aussi qu'ils aient un état d'esprit à se dire, OK, un marchand de biens, parce que moi, quand je leur explique que je vais leur redonner en exclusivité à la revente, à leur service négo, et que je vais re-signer tous les actes avec eux de l'affaire qu'ils m'ont apporté, en fait, je veux bien qu'ils captent que je vais augmenter leur chiffre d'affaires et qu'ils m'appellent pas juste pour me faire une fleur et que, voilà, ils m'appellent déjà pour être une solution pour leurs clients. Parce que justement, dans des cas où ils sont éloignés, etc., bah, clairement, ils s'occupent de plus grand chose derrière.
Et en plus, donc, ils apportent une solution à leurs clients, et en plus de ça, ils augmentent leur chiffre d'affaires, et moi aussi, et tout le monde est content. Donc, c'est comme ça que je développe le réseau avec les notaires qui ont des services Putain, négaux. trop bien. Ouais, Trop bien. Petite astuce, n'hésitez pas à noter. ouais, carrément. Ben, je pense qu'en vrai, dans le business, il faut toujours apporter de la valeur à son partenaire pour en récupérer. Parce C'est que ça. sinon, personne fait des trucs pour toi juste pour te faire plaisir. Il faut forcément qu'on y gagne quelque chose, tu vois. Mm. Non, non, et puis c'est vrai, là, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais avec un pote marchand là sur One. Et du coup, il me disait que tu vois, tous les biens qu'il achète potentiellement, qu'il divise et qui revend, etc. derrière, il en redonne toujours, tu vois, quelques-uns à un agent à droite, un agent à gauche. Et la dernière fois, il me disait, bah, cet agent, j'ai encore jamais travaillé avec lui, Ouais, mais du coup, je lui donne un bien. Il dit, je sais que là, bah, je perds des frais alors que je pourrais le vendre moins cher avec un autre copain agent IMO qui me fait une fleur. Mais il dit oui, du coup, je vais lui donner quelque chose et derrière, potentiellement, je peux avoir du business, il peut m'apporter des biens pour du marchand ou même du locatif. Et en fait, c'est toujours donnant-donnant, tu vois. exactement. Ouais, très bonne technique, effectivement, que j'utilise. J'ai le même principe que lui. Tu fais un petit cadeau sur des agences où t'es pas implanté. Tu arrives à leur donner un mandat dès le départ et après, la porte est beaucoup plus grande ouverte. Complètement d'accord. C'est ça. Mm. Et question suivante. Du coup, tu as encore anticipé ce que j'allais te demander. Ouais, Euh, pour, En fait, tu es basé à Niort, mais sur le marchand, tu interviens aussi dans d'autres départements. ouais, Comment tu gères la distance et comment tu fais en fait? En quoi ça consiste et ouais. comment tu fais pour te développer ailleurs? Alors du coup, effectivement, donc j'ai eu deux axes de développement. Donc augmenter mon secteur, ne plus me cantonner à ma ville. Et donc aujourd'hui, je dis que j'achète France entière. Ok, Et après, le deuxième axe de développement, c'est de m'associer avec des confrères marchands. Chose que je ne faisais pas avant. Mais ok, aussi, c'est des blocages perso, et donc on débloque au fur et à mesure, quoi. Et surtout en marchant, on peut s'associer parce que t'as toujours peur de l'humain, que ça se passe pas bien, etc. Mais en vrai, en marchant, tu vois, je le ferai pas sur du locatif parce que bah, potentiellement, tu le gardes 15-20 ans. Mais sur du marchand, c'est quelques mois. Donc même si tu t'entends pas de dingue, bah, derrière tu refais pas une OP ensemble et puis tu vois, c'est rapide. Donc voilà, j'ai développé aussi les associations et le secteur. Et pour te répondre à ta question sur le secteur, principalement à 2 heures de rayon de Niort, ok, quand même, où là je peux gérer plus ou moins tout seul en vrai. Je pourrais vraiment gérer tout seul parce que ça se fait 1 heure et demie, voire 2 heures de route, ça peut se faire. Il faut voir après le type d'opération, hein, évidemment. Si c'est trop complexe, c'est au cas par cas. Et après, pourquoi France entière? Ben parce que j'ai pas mal de réseaux marchands un peu partout en France et j'arrive à peu près à avoir quelqu'un partout en France. Et donc, je me dis que si je capte un truc dans le Nord, je sais qui je peux appeler pour lui dire, bah, écoute, je viens de capter une OP dans ton secteur, on s'associe. Et donc, toi, tu vas gérer sur place. Et puis, on fait évidemment moitié-moitié sur l'apport, sur le financement, etc. Et moi, j'apporte l'affaire. Toi, tu te charges avec ton réseau sur place et tout, que ça se déroule bien. Les agences sur place pour revendre, etc. Avec qui, comment, pourquoi, avec ton expérience. Et c'est comme ça que j'arrive à développer plus loin enfin, à des heures de route, ok. grâce à l'association. Grâce à l'association. Ouais. Ok. Et est-ce qu'à l'inverse, si quelqu'un justement est expert, on va dire, de son secteur, Oui. euh, mais voilà, est néo-marchand ou quelqu'un qui se lance, est-ce que tu fais aussi ce type d'association ou pas? Dans l'autre sens, oui. Ouais. Oui, c'est une très bonne question que tu me poses. Je vais en profiter pour, parce que forcément avec les auditeurs et tout ça, intéressés par le marchand, je vais en profiter pour éclaircir un point. parce que, euh, parce que je suis, je pense, 2-3 fois par mois à peu près, donc c'est quand même pas rien. J'ai des néo-marchands qui me contactent sur les réseaux et qui me Ok. demandent justement de pouvoir échanger avec moi 1 heure ou 2 et leur donner des tips, etc. parce qu'ils se lancent et qu'ils savent pas trop comment faire, etc. Et si tu veux, ben, on parlait d'apport de valeur pour tout le monde. Et clairement, du temps, on en manque tous, surtout quand on est à notre compte. Et donc moi, à chaque fois, je me dis, mais on se connaît pas.
je vais pas passer 1 heure ou deux à discuter avec toi pour rien, quoi. Tu vois, j'ai carrément 10 000 choses à faire autres que ça. Et donc, je serais très enclin s'il faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'il trouve une opération et il m'appelle en me disant, je cherche un marchand expérimenté parce que j'ai pas d'expérience, parce que j'ai pas accès aux banques, parce que c'est ma première opération, etc. Et donc, je vous propose qu'on s'associe sur l'opération et que je bénéficie de toute votre expérience. Là, du coup, le game, il est pas le même, quoi. Donc, oui, je serais capable de le faire, effectivement, de m'associer avec des néo-marchands à partir du moment où ils ont trouvé une opération rentable, avec grand plaisir, puisque je prends 50% de la marge et que ben, c'est cool aussi de rencontrer des nouveaux marchands de biens et de, et de, de- d'amener aussi mon expérience à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, C'est ce que j'allais dire, tu vois. Que c'est aussi gagnant-gagnant dans le sens où, en fait, le néo-marchand, il n'a pas forcément l'expérience, ou ouais, pas forcément, tu sais, il sait pas forcément où aller démarcher en termes de banque, etc. Comment on démarche une banque. Parce que quand tu démarches une banque pour du locatif et quand tu démarches une banque pour du marchand, la vision, en fait, est totalement différente. Et totalement. toi, du coup, tu interviens là, dans le sens où tu as toute l'expérience de marchand, tu sais comment on va avoir enfin, quand on va avoir une banque, ce qu'il faut lui dire, etc. Oui, Et puis, comme tu dis, tu vois, petit à petit, tu développes ton réseau. Donc, au final, tu as pas mal de monde qui peut t'aider sur pas mal de points. ouais, totalement, totalement. Et puis, au-delà de ça, je vois dans mon secteur, évidemment, je suis en face de d'autres marchands et je vois que c'est des néo-marchands et je le vois surtout à leur prix d'achat. Ok. Et il y a aussi toute cette partie pro où il faut très bien acheter parce que ça va vite de planter l'opération ou de revendre en gagnant rien. Et donc, il y a toute cette partie pro ou de mental. C'est-à-dire que quand tu es néo-marchand, que tu fais des annonces tous les jours et que tu trouves rien et que pendant des mois et des mois tu cherches une OP et que tu trouves pas, c'est vite fait qu'à un moment donné, et inconsciemment, hein, tu vas réévaluer tes principes d'achat et du coup tu vas mettre en risque plus de risques parce que tu vas acheter plus cher, parce qu'évidemment c'est facile, hein, tu prends une OP tu prends le bon coin, t'achètes au prix, t'as une OP. Mais du coup il faut pouvoir revendre plus cher derrière. Donc voilà, je pense que les néo-marchands, là où ils sont le plus exposés, c'est en termes de psycho, de bien rester sur des prix professionnels. Et il faut vraiment, en fait, la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Et ça, il n'y a pas de, il y a pas de sujet là-dessus. Et en fait, il faut, pour moi, parce qu'il y a plein de techniques en mode, une condition de financement, tu dis au banquier, moi il me faut de la précom aussi pour que vous me validiez le financement. Et du coup, si t'as pas ta précom, potentiellement t'as pas ton crédit et après tu peux sortir de l'OP. Tu vois, il y a des techniques comme ça. Mais pour moi, il faut ne pas être obligé d'utiliser ce genre de technique. Il faut pouvoir se dire, moi ce bien-là, je l'ai tellement bien acheté que je suis prêt à être titré. Même si ça met un peu plus de temps pour se vendre, je suis prêt à l'acheter parce que je sais que je peux pas perdre d'argent tellement que j'ai bien acheté. Ok. Bon, bah, écoute, top. Et pour clore le sujet marchand, on va dire demain, tu repars de zéro. Oui, Je parle en termes de finances. oui, T'as pas d'apport, t'as rien. Mais par oui, contre, tu conserves, on va dire, tout le savoir et les connaissances que tu as acquises jusqu'à aujourd'hui. oui. Tu t'y prends comment pour te relancer en fait en marchand? Mais je perds pas tout le temps que j'ai perdu avant, clairement, en tant que Mhm. particulier, etc. Je remonte tout de suite une boîte et Ok. je lève. En fait, le financier, c'est vraiment le, le, le plus petit problème en vrai. Déjà, de trouver des OP et puis d'avoir l'expérience, effectivement, et de pas planter une OP, ça, c'est encore autre chose. Mais l'argent, en vrai, il y en a partout et il y a des mecs blindés partout. Et donc, des portefeuilles, ça se trouve. Et quand, du coup, tu me laisserais mon expérience, je sais que avec mon professionnalisme d'aujourd'hui, je pourrais largement convaincre n'importe quel investisseur que mon opération, elle est rentable et le mec, il mettrait un billet sur moi. Ok. Je le fais d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est J'ai ce que des j'ai vu, ouais, de sur ton portefeuille, profil. enfin, quand je dis portefeuille, c'est pas péjoratif, mais des mecs qui ont du cash, et donc je rémunère à 10% à l'année, et par exemple pour les apports, parce que la banque, elle, oui, elle te finance 80% du dossier, mais quand tu dois mettre 20%, bah, plus t'as dopé, moins t'as de cash. Donc, à un moment donné, pour l'apport, il faut pouvoir effectivement avoir des investisseurs qui investissent dans les projets marchands. Ouais.
Et donc Ok. voilà, je repartirai là-dessus. Et donc j'aurais peut-être pas accès aux banques, etc. Mais je taperais des mecs qui ont 1 million en cash et qui seraient prêts à mettre 300 000 sur moi. On ferait 50-50. Je leur apporterais encore plus de valeur. Ça serait pas que 10% là, ça serait 50%. Et on ferait comme ça. Et quand j'aurai suffisamment de cash, et bien après, évidemment, je récupérerai plus de cash pour moi et je reviendrai sur des banques, etc. Je me relancerai comme ça. L'argent Ok. est un petit problème en vrai. Trop bien. Trop bien. Et est-ce que tu as des ressources à conseiller, à recommander justement sur ces sujets? Sur le sujet du marchand en règle générale ou Des, est-ce que tu as des choses toi qui t'ont aidé ou qui t'aident encore au quotidien? Je sais pas, des bouquins, des formations, des ouais, outils ou autres. ouais. Déjà, le passage à action et l'expérience. Au-delà de toutes les formations et les bouquins, clairement, c'est de faire les choses. Ça, c'est évident. Après, évidemment, les bouquins, les formations et tout ça, ça va te faire gagner du temps. Parce que toi, tu vas être câblé d'une certaine manière, et puis finalement, dans la formation, on va te dire, bah non, regarde, tu peux aller directement au point B sans passer par le point C. Donc, ça fait quand même gagner du temps. Moi, je dirais quand même, enfin, cash is king, surtout en marchant. Donc après, dépenser. Alors, est-ce que je dis ça parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience et tout, j'y vois moins d'intérêt, mais quand tu vois des formations à 2 3 000 balles, bon, à voir. Après, si c'est 500 ou 1000 balles, à voir. À voir la valeur que la formation, évidemment, apporte, etc. Mais déjà, je vais parler pour les plus petites bourses. Un bouquin à 30 balles, déjà, c'est énormément de connaissances, quoi. Tu vois? Après, oui, si tu veux passer sur des formations, oui, il y en a. Ou après, ce qui va t'apporter un plus, c'est le réseau. Du coup, C'est le réseau, ouais, c'est ça. accès à d'autres marchands, des associations potentielles, parce que quand tu es néo-marchand, ben, euh, alors t'es peut-être pas câblé à association dès le départ, mais le fait de t'associer, d'être à deux, ben, deux cerveaux, deux visions, et souvent les formations, ça va t'apporter un groupe WhatsApp, et ça, par contre, c'est hyper bénéfique. Ok, Voilà. Mais sinon, ouais, en termes d'expérience, puis surtout passer à l'action, quoi. Franchement, c'est ça. il y a tellement de gens qui se forment sur plein de trucs, mais ils font jamais derrière, hein, en vrai. C'est ça. Trop Euh, de formation, tu la formation des fois. C'est vrai que quand tu ouais, t'en as, ils savent tout sur tout, mais quand tu leur demandes ce qu'ils ont fait, bah, ils ont rien fait malheureusement. Donc ouais, des exactement, fois, ouais. vaut mieux un petit peu moins savoir, mais avoir démarré et lancer quelque chose. Totalement, totalement. C'est le business plan, quoi, le truc qu'on veut faire absolument au début pour se rassurer, alors qu'en fait, rien ne se passera comme tu avais prévu. Donc, autant commencer mal et puis d'améliorer au fur et à mesure. Mm. C'est ça. Et maintenant, pour terminer le podcast, Yann, j'ai encore trois questions qui Ouais, n'ont rien à voir en fait avec tout ça. ok. J'aimerais savoir si tu as, voilà, si t'as des hobbies, des passions, des passe-temps. Qu'est-ce que tu fais en fait? Comment tu t'occupes à côté du marchand? Donc déjà tout à l'heure tu parlais de la valeur famille. Ouais, Donc déjà je suppose que tu passes beaucoup de temps en famille. Et qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? ouais. Alors moi, mon équilibre, c'est vraiment business, famille. Donc ça, c'est mes deux Ouais. piliers. Parce que je considère que le business, c'est mon dev perso. Ok. Voilà, donc en fait, c'est moi, mon développement, voilà. Et donc, parce que moi, je pars toujours du principe que ce que tu deviens est bien plus important que ce que tu obtiens. Et en fait, dans le business, voilà, c'est le chemin, etc. C'est le dev perso. Moi, je le prends comme ça. Et donc, à côté, j'ai évidemment ma famille pour tout ce qui est, parce que dans le business, tu prends des coups tout le temps, c'est c'est les montagnes russes, etc. Et donc, j'ai ma famille, ma stabilité, justement pour tout ce côté affectif, amour, qui me requinque tout le temps pour repartir sur le champ de bataille, quoi. Et donc vraiment, moi, je suis vraiment câblé comme ça. Après, j'ai des amis aussi, évidemment, hein, Hmm. avec qui je passe un peu de temps. Mais quitte à choisir, ça serait vraiment, je pourrais ne plus avoir d'amis au profit de ma famille et du business, quoi. Vraiment, mes deux piliers, c'est ça. Et à côté de ça, après, sinon aussi, je décharge bien avec le sport. Ben, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Quand j'étais gamin, moi, j'étais pompier volontaire et tout ça, donc j'ai Ok. toujours fait beaucoup de sport. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon cursus, mais à la base, je voulais être pompier carrément, pompier professionnel. Mais ça gagnait pas assez de clients, donc j'ai préféré la passion à la raison. Et donc pas mal de sport et je me suis mis depuis 1 an et demi à fond au padel.
Alors ça va faire un peu bateau en ce moment parce que tout le monde en fait, mais en C'est vrai c'est ça. tellement addictif et j'adore tellement ce sport que du coup bah, j'ai commencé niveau 3, après niveau 4 et là je suis niveau 5. Je fais des P100, etc. Donc je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'y étais encore entre midi et deux. Et, et vraiment, alors là, ça détend parce que en vrai, le business, tu penses tout le temps. T'es tout le temps. Enfin moi perso, après peut-être d'autres sont différents, mais je débranche jamais quoi en vrai. Et même en vacances et tout, les week-ends et tout, tu vois, j'arrive pas vraiment à déconnecter. Mais je sais que pendant 1 heure et demie quand je suis au padel, mais je pense pas au business, tu vois. C'est Je ça. pense à éclater mes adversaires, à faire des coups au filet et tout. Mais et puis le partenariat aussi avec le binôme, c'est pour l'humain, c'est hyper cool le padel parce que tu as toute une relation de binôme et de psycho ensemble avec comment l'autre va réagir, ce que l'impact que ça va avoir sur toi quand tu perds, quand tu gagnes, etc. Donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire ce sport-là en ce moment et ça me détend bien sur le business. Et bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, je fais beaucoup de sport, pour pas dire tout le temps du sport, et Ouais, j'en découvre, tu vois, de temps en temps. Et le paddle, c'est un sport que j'ai pas encore pratiqué. ouais. Donc, tu vois, l'occasion, ça peut être Eh sympa ben, teste ça. Tu vas que bien. j'essaye, Ouais. que j'essaye. C'est vrai que je me souviens que t'étais déjà bien fité au surf. Et donc, c'est les conséquences d'être un gros sportif comme toi. Et que vous étiez même parti courir avec le doc le C'est ça matin. avec Antoine, ouais. Ouais. C'est Tous les ça. deux, là, tu faisais du mat, là. On faisait sport tous les matins, donc c'était soit Ouais. muscu au poids du corps, ou alors sinon c'était course à pied, en plus du surf le matin. En plus, ouais, c'est ça, parce que c'était déjà une semaine de sport, entre guillemets. C'est ça. Mais tu vois, ce qui est trop bien, j'ai fait le podcast qui est sorti, donc là on est quel jour? On est mercredi, le podcast qui est sorti hier. C'est un podcast que j'ai tourné tout seul, dans lequel je fais le lien, tu vois, entre le sport et le business. Et après, quand Ouais, je parle de business, j'englobe, tu sais, vie pro, vie perso, que tu sois salarié, que tu sois enfin, que tu sois à ton compte. ouais, Et c'est vrai que mine de rien, je m'en rends compte, moi, avec les connaissances que j'ai, tu vois, dans l'IMO ou dans mes copains qui sont entrepreneurs, ouais. ou même salariés, peu importe. C'est vrai que le sport aide énormément, en fait, à décharger, à couper, quand tu as Ouais. pas mal de responsabilités ou que tu es sursollicité, quoi. Ouais, totalement, totalement. Et puis même pour toute la notion mindset, t'as Mm. beaucoup de sportifs de haut niveau qui après montent des business et cartonnent, hein. Parce que C'est ça. justement, les optimisations, ouais, plus tu montes dans le haut niveau dans le sport. D'ailleurs, on peut faire le parallèle aussi sur tout ce qui est moi à l'époque, je geekais pas mal quand j'ai une vingtaine d'années. J'ai passé 1 an à geeker sur World of Warcraft à l'époque. Ouais. C'était un Ok. jeu où vraiment ça te prenait et tu avais des optimisations d'armure et tout pour augmenter les coups que tu faisais. Il y avait une question de DPS, etc. Je sais plus tous les termes en tête, mais et en fait, toutes ces optimisations, quand tu vas atteindre le haut niveau, et ben dans le business, il faut que tu appliques ça. Et, euh, et le sport, en fait, quand tu veux vraiment faire à fond un sport, ben à un moment donné, pour avoir des gros résultats, tu es obligé d'optimiser. Tu peux pas que compter sur le talent. Et ça aussi, ça aide pour l'appliquer après dans le business, je trouve énormément. Bah, c'est ce que, tu vois, ce que je disais dans l'épisode, c'est que du coup, moi, je viens du milieu, tu vois, de la muscu. Ouais, Et du coup, au début, tu t'entraînes un peu à l'arrache. Après, ouais, tu commences à te structurer en termes d'entraînement. Tu commences à te structurer en termes de nutrition, en termes de repos, sommeil, etc. ouais, Et du coup, bah, moi, je trouve que ça a été plus facile, tu vois, de me lancer dans l'IMO, dans le business, dans plein de choses, ouais. en ayant ces bases-là, en ayant aussi de la discipline, parce qu'il faut avoir de la discipline. La discipline, Mais je exactement. trouve La ça, muscu à fond, la discipline aussi, ouais. Ça t'apprend grave la ah discipline. bah, plus que ça, mais du coup, je trouve Ouais, ça énorme, tu vois. Du coup, que ce ouais. soit validé par d'autres. Ouais, totalement. Et, ouais. Et tu parles de discipline pour aussi la résilience aussi. Dans le business, c'est vraiment la base. Je pense que ceux qui ont des gros résultats, clairement, c'est parce que ils prennent des coups, ils recommencent. C'est ça. Et même si tu tombes à terre, tu te relèves et tu recommences. Et en fait, le business, c'est un marathon. J'allais dire, c'est un putain de marathon. C'est un marathon et en fait, il faut vraiment se dire dès le début que tu vas pas faire le 100 mètres et tout éclater. Il va falloir que tu cours et ça va être difficile. Ouais. C'est ça. Il n'y a Et pas de puis, gros bah, résultats sans ça. tu vois, c'est marrant, mais j'en parlais aussi dans l'épisode où je disais, en fait, il y a deux phases. Il y a des phases où tu es en sprint, entre guillemets, où Ouais, tu dois speeder, t'as pas le choix, tu es obligé d'aller à fond. Et puis, en vision globale, ouais. euh, où là, en fait, c'est un marathon. Où, Oui, où en fait, eh ben, t'es obligé de tenir sur la durée et pas de.
toujours foncer tête baissée. Oui, totalement. Ok, trop bien. Et ça me permet d'enchaîner du coup, avant-dernière question Ouais. de l'épisode. Est-ce que tu investis ailleurs qu'en immobilier? Je sais pas, tu sais, en bourse, en crypto, les montres, du luxe, etc. Est-ce que Oh, tu investis ailleurs? ouais, alors je m'intéresse depuis 2018 à la crypto Ok, et donc à la bourse aussi par rapport à tout ça. La bourse tradi, clairement, j'ai jamais rien mis dedans d'accord. parce que les cryptos font trop rêver et les gains, etc. Donc, mais pourtant, je me suis beaucoup formé à la bourse, l'analyse technique, etc. Et je pense que clairement, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube, etc. Sur l'IMO. Je pense que j'en ai autant regardé sur la bourse pour me former. Mais paradoxalement, j'ai pas du tout de cash en bourse, tradi, du coup. Ok, Euh, j'ai failli à un moment donné, mais je vais t'expliquer pourquoi après, et que ça sera dans un second temps. Donc tout ce que j'ai appris va me servir, mais plus tard. Mais voilà, dans mon game plan, pourquoi plus tard, je vais t'expliquer après. Et sinon, j'ai investi sur les cryptos. Alors, comme tout le monde, j'ai mis 2000 balles que j'ai perdues au tout début. Après, j'ai essayé de trader avec 3000 balles que j'ai perdues aussi. Et puis après, j'ai commencé, bah, tu sais, avec l'IMO, quand même, tu prends des grosses plus-values. Donc, je me suis dit, allez, en investissement, je vais mettre 50 000. Je vais mettre 50 000. Je suis sorti avec 30 000. Donc, ouais, moi, j'ai pris que des pètes que avec des jetons. Putain. et donc après, j'ai dit ok, stop, parce que moi j'ai essayé évidemment en investissement, mais après tu es un peu impatient, donc après tu revends, tu essaies d'en racheter d'autres, parce que tu dis ok, lui il est monté un peu, mais si je rachète celui-là, il va remonter aussi plus que l'autre et tout, et en fait tu essayes encore de prévoir l'avenir, et donc j'ai fini par prendre ces 30 000, je les ai mis sur une crypto, c'est sur une ledger dans le coffre à la banque, j'y touche plus. Et donc voilà, à un moment donné, quand j'aurai fait x5 que j'estimerai que je récupère mon cash, ben, je récupérerai et basta. Et je me Ok. cantonne que à ça. Je veux aussi que ça me prenne plus du tout de temps parce que du coup, ben, quand tu as du cash investi, ben, tu regardes tout le temps. Et en fait, ça me prenait trop de temps par rapport à l'immobilier. Donc là, je l'ai mis en sommeil pour des mois, j'espère, et pas des années. Mais je pense que ce sera plus des années. Et comme ça, au moins, je sais que je suis dans le train, mais à la fois, ça me prend pas de temps et de matière grise, etc. Et que du coup, moi, ma zone de génie, c'est l'immobilier. Clairement, je suis plus fort que 99,9% des gens dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je suis marchand de biens et professionnel de l'immobilier aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment un laser. Et j'ai passé des années aussi à me dire, tiens, peut-être un autre business, un truc, un machin. Et j'ai pris aussi conscience, il y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, que fallait que j'arrête de me dire comment je pourrais gagner plus d'argent plus vite, que vraiment je prenne conscience que c'est sur le long terme. C'est pour ça qu'on parlait de marathon. Je le dis comme si je le savais depuis longtemps, mais en vrai, on prend conscience aussi au fur et à mesure des choses. Et aujourd'hui, je suis que focus immobilier parce que je sais que je peux faire, on peut déjà cartonner 3 millions en immobilier si vraiment on est focus en professionnel, etc. Donc, ce qui est déjà un bel objectif et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, je pense que le fait de se diversifier prend sens quand même quand tu veux garder aussi ton patrimoine, etc. Et que à ce moment-là, et puis en plus, t'as de la fiscalité. Hein. En France, c'est l'IFI, à 1,2 million, 1,3 million. Donc, C'est ça. il y a peut-être aussi des optimisations par rapport à ça, parce qu'en bourse, c'est pas le cas. Donc voilà, quand vraiment j'aurai atteint les objectifs que je veux à ce niveau-là, là, je me remettrai dans la bourse tradi en achetant et en faisant peut-être du DCA ou en achetant des dips à moins 38% avec le FIBO moins 38, enfin bon voilà, tous ces trucs-là. Mais pour l'instant, je mets complètement ça de côté et je suis méga focus sur Sur le les. marchand. Ok, trop bien. Voilà. Et, euh, et du coup, dernière question du podcast, Yann. Ouais. Ta vision de réussir sa vie, c'est quoi, toi? Ouais. Eh bien alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Pour moi, réussir sa vie, alors c'est clairement le chemin. C'est pas du tout, c'est pas du tout. Alors on parle évidemment d'argent, mais parce que c'est la métrique aussi par rapport au business, etc. Mais je sais déjà aujourd'hui que je serais pas plus heureux avec 5 millions d'euros sur mon compte. Je Ok. le sais en gagnant aussi quand même un peu d'argent déjà à mon niveau.
Et donc vraiment, moi, d'être heureux, c'est mes deux piliers, c'est-à-dire avant tout enfin, je mets vraiment au même niveau ma famille et du coup moi, mon dev perso, mon perso. Donc parce que je me dis aussi que le bonheur aussi, il se trouve que en soi-même. Tu vois, des fois on va le chercher ailleurs ou quoi que ce C'est soit. ça. Mais en fait, être heureux, c'est quelque chose avec soi-même. Tu vois. Donc j'ai vraiment une notion de moi, ce que je veux dans ma vie, jusqu'où je peux aller, ce que je suis capable de faire, etc. Donc vraiment très perso, très j'ai pas le bon terme, mais bon bref, très perso quoi. Et à côté de ça, vraiment tout l'amour que j'ai avec ma famille. Ok, La très bien. famille Oui, que j'ai créée, du coup, hein, quand je dis ça, c'est la famille que j'ai créée et aussi la famille que j'ai d'origine. Mais je fais aussi le distinguo entre la famille que j'ai de base, qui finalement, c'est des gens qu'on n'a pas forcément choisis, mais c'est quand même notre famille et c'est des gens qu'on aime plus que tout. Et aussi la famille que tu crées, qui est c'est ça. aussi alignée avec ta vie, avec ce que tu veux, etc. Et qui est encore plus lié avec le côté perso et soi-même et du bonheur, etc., que l'on a en soi-même, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas pour ton partage, Yann. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir de discuter de tout ça et puis de mon activité de marchand et de tout ça. Je te remercie aussi. Eh ben, écoute, ce que je ferai, je mettrai les liens de ton LinkedIn dans la description du podcast. Avec grand plaisir.